Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Jean-François, le mécène du mois sur Tipeee, qui comme des dizaines de personnes aide ce podcast à se développer et à grandir. Je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Bonne écoute! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En général, on dit que c'est une période historique de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 42, Gaïa, les sociétés scandinaves et leur christianisation, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour Gaïa Perrault. Bonjour Fanny. Tu as fait un mémoire sur les femmes dans la christianisation des sociétés scandinaves du 9e-12e siècle, sous la direction de Elisabeth Crouzet-Pavan, donc quelqu'un dont on a souvent des étudiants, elle, dans ce podcast. Et tu étais donc en Master 2 d'Histoire Monde Médiévaux en 2018 à l'Université Paris-Sorbonne. Aujourd'hui, avec toi, on va parler des sociétés scandinaves au début du Moyen-Âge, au Haut Moyen-Âge, on va voir un petit peu tout ça, et de comment elles ont été christianisées, on verra, par les femmes. Avant tout, Gaïa, avec toi, je voulais savoir pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet. J'ai choisi de travailler sur ce sujet car tout d'abord, ma passion pour l'histoire et plus particulièrement pour le Moyen-Âge scandinave m'a amenée à faire des études nordiques, à la Sorbonne toujours, où j'ai appris donc la civilisation scandinave, la politique, l'économie, tout ça, notamment le norvégien et des notions d'islandais. Et donc cette passion s'est poursuivie par un master en histoire médiévale, puisque je souhaitais vraiment apprendre la méthodologie en histoire pour la recherche. En M1, j'ai travaillé sur les rôles des femmes dans les croyances et les coutumes pré-chrétiennes. Ça m'a conduit à travailler sur ensuite l'évolution de ces rôles lors de la christianisation, lorsque les premiers missionnaires sont arrivés sur le territoire scandinave, qu'est-ce que ça a donné et comment ça a influé la vie des femmes. Alors rentrons dans ces sociétés scandinaves. Sur quelle zone géographique est-ce que tu as travaillé et à quelle époque ? Et en fait, à qui on fait référence quand on parle des sociétés scandinaves en général ? Officiellement, quand on parle des sociétés scandinaves, on parle donc essentiellement de la Norvège, de la Suède, du Danemark, de l'Islande, des îles Féroé et du Groenland. Donc ça, c'est la Scandinavie moderne. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui. Durant le Moyen-Âge, c'est beaucoup plus complexe, puisqu'entre le 9e et le 12e siècle, puis ensuite... En continuant, ces sociétés vont connaître beaucoup de mutations comme le reste des royaumes occidentaux. Donc quand on s'intéresse à la Scandinavie au 8e siècle et du 9e, il n'y a pas encore de royaume scandinave. Il y a plein de petits royaumes en fait, avec des petits rois qui tentent de prendre le pouvoir et de se développer. Et donc toute cette mutation prend de l'ampleur. Et on commence avec le phénomène des raids vikings à avoir une expansion à travers l'Atlantique. On a une première expansion vers le Royaume-Uni, donc on commence à avoir des établissements scandinaves en Angleterre, en Écosse. On a également la colonisation des îles Féroé, puis la colonisation de l'Islande, une extension vers le Groenland, donc on part beaucoup plus vers le nord encore. Et on a également une extension vers le sud, puisque, pour résumer, après les différents raids vikings et les attaques sur l'Empire carolingien, il y a un accord qui est passé avec notamment le Danemark, et il y a la création du duché de Normandie, où du coup les Vikings s'installent. Et toi, tu as travaillé sur quelle zone en particulier ? Alors, je me suis recentrée essentiellement donc, sur plus ou moins la Scandinavie actuelle en fait. Et donc voilà, je me suis recentrée sur le Danemark, la Norvège, la Suède et l'Islande principalement. Donc comment se sont christianisées ces populations ? Et d'ailleurs, quelle était leur religion avant de se christianiser ?
Les populations scandinaves étaient des polythéistes. Il y avait plusieurs croyances, un mélange de croyances animistes et de croyances, je ne vais pas dire panthéonesques, mais donc l'équivalent d'un panthéon, pas forcément comme en Grèce ou à Rome comme on peut connaître. Et donc voilà, on avait donc les croyances en Odin, Thor, Freya, Frigg, beaucoup de divinités qui étaient là et qui accompagnaient donc l'ensemble des gens. On était proche en fait presque des coutumes chamaniques pour une grande partie de la Scandinavie, et on assiste en fait à une évolution déjà de ces coutumes pré-chrétiennes, puisque au contact du christianisme avant les premières missions, il y a des évolutions, et on voit certains dieux qui commencent à prendre plus d'importance que les autres, et on a des dieux qui sont des divinités préférées qui se distinguent en fonction des régions. Et donc, comment se fait la christianisation? C'est petit à petit. Tu parlais des missionnaires tout à l'heure, oui. C'est ça? La première mission qui a été documentée c'est celle d'un missionnaire anglais qui s'appelle Willibrod d'Utrecht, qui est venu dans le sud. Salut, c'est pour toi Willy. Qui est venu dans le sud du Danemark, dans la région du Schleswig, et qui a rencontré une forte opposition. De façon un petit peu caricaturale, je me dis, mais un missionnaire, il est pas dans une cité comme ça, mais il se fait pas trucider sur place. Dans l'imaginaire collectif aussi, les païens barbares. Oui, c'est ça. Donc, comme j'ai dit précédemment, il y avait quand même des contacts, puisque les sociétés scandinaves étaient aussi des marchands. Le commerce avait une grande place dans les sociétés scandinaves. Ils connaissaient très bien l'existence du christianisme, ça leur est pas tombé dessus. Ils n'ont pas découvert quelque chose, ouais. Je parle vraiment pour les comptoirs commerciaux et ce genre de choses. On savait qu'il y avait des religions existantes à l'extérieur, puisque il y avait des contacts par exemple avec les Arabes notamment, donc on avait une connaissance de l'islam et ce genre de choses. Attends, les Scandinaves avaient des relations avec les Arabes au 8e siècle? Alors tout à fait au 8e siècle, je ne suis pas sûre, mais on a durant les raids vikings, ils ont été jusqu'au Maghreb, on a retrouvé énormément de monnaies arabes du Moyen-Orient dans les comptoirs commerciaux scandinaves. Ah ouais. Donc est-ce qu'il s'agissait de pillage ou d'échanges simplement marchands, mais il y avait des contacts existants, et puis ils sont passés aussi par Byzance, par Constantinople, donc voilà. Une fois qu'il y a eu ces premiers contacts, comment on en vient à une population qui se fait christianiser en fait? Alors, les missions ont continué, en fait. Elles ont commencé à s'intensifier au cours du 8e siècle. Ça consiste en quoi, ces missions? Ce sont des chrétiens, principalement des moines ou des hommes d'église, qui sont envoyés à la demande d'archevêchés ou à la demande du pape, même parfois, ou à la demande de rois. Des prédicateurs chrétiens qui sont envoyés dans des régions où le christianisme n'est pas encore établi, parce que du coup, ça rendait bien auprès du pape. Et ça donnait plus de pouvoir aussi au roi qui était en place. C'est-à-dire que c'est vraiment le même schéma qui se répète tout du long de la christianisation de l'Occident. C'est comment est-ce que je fais pour avoir beaucoup plus de pouvoir et développer mes richesses? Je christianise les contrées alentours, et donc je renforce la puissance de l'Église. Donc je peux de mon côté me permettre d'annexer, de tout ça. D'accord. Mais ces missionnaires, ils parlent la langue? Comment ils font pour parler aux populations? Les sources sur la christianisation de la Scandinavie, elles sont vraiment très éparses, succinctes. On n'a pas grand-chose. Et les seules choses, les principales sources qu'on a, elles sont surtout antérieures. Ou sinon, ce sont des sources archéologiques. Donc, on n'a pas de contexte, on n'a rien. On sait juste que ces missionnaires se rendaient sur place. Ils tentaient d'établir un établissement chrétien, une communauté chrétienne. Ça passait ou ça cassait. Le seul contexte qu'on a. Donc en fait, on a cette première mission au 8e siècle, mais en parallèle, les sources archéologiques nous apprennent que, par exemple, dans le sud-est de la Suède, il y avait une très forte influence byzantine qu'on a retrouvée par vraiment les bijoux et puis même les objets funéraires. Il y a une très forte influence de l'Église, en fait, de l'autre côté de l'Occident, en fait. Donc un christianisme, un autre christianisme, une autre forme de christianisme. Donc c'est ça qui est très intéressant pour la Scandinavie, c'est qu'elle se trouve donc en périphérie de tout ça, elle se trouve au nord, mais elle a réussi à être un carrefour de différents christianismes, puisqu'il n'y a pas qu'un seul christianisme, bien évidemment. Sûr. La christianisation de la Scandinavie, elle prend place aussi pendant le schisme
Ah bah oui. entre l'Église romaine et l'Église orientale. Et donc les sources que nous avons principalement sur cette christianisation, en fait, elles se résument à une petite guéguerre entre, je résume très grossièrement, mais l'Église d'Angleterre, l'Église de l'Empire carolingien et l'Église byzantine pour dire « mais c'est moi qui ai christianisé la Scandinavie ». Voilà. Donc on n'a aucune trace écrite sur l'influence byzantine qui a totalement été effacée au profit de l'influence de l'archevêché d'Hambourg-Brême, donc l'église germanique, et l'église d'Angleterre. J'imagine parce qu'ils étaient plus proches, donc c'était plus simple aussi. Ils étaient plus proches. C'est notamment au IXe siècle que les tentatives de mission se sont intensifiées au Danemark et en Suède. Elles ont été portées vraiment par l'Empire carolingien. Ah. Mais les fans de l'Empire carolingien seront contents. Je sais qu'ils sont nombreux à écouter ce podcast. Donc on a un roi danois qui se nommait Harald de Klak, qui aurait été chassé du Danemark puisqu'il aurait choisi de se convertir au christianisme, et il s'est réfugié à la cour de Louis le Pieux. Et nous savons qu'en 826, il reçoit le baptême à Mayence. Donc c'est la première étape de la christianisation, vers la christianisation du Danemark. Et suite à cette conversion, l'église germanique demande à un homme d'église nommé Ancher, qui est à cette époque un moine, de se rendre au Danemark pour évangéliser les Danois. Sauf que ça fonctionne pas très bien. Donc il revient avec un bras en moins et tout ça, non? Non, il revient juste, voilà, il a juste été chassé gentiment, et il retente à plusieurs reprises au Danemark, puis en Suède. Et en Suède, il établit officiellement la première communauté chrétienne sur l'île de Björkö, qui est plus connue sous le nom de Birka aujourd'hui, qui a été latinisée sous le nom de Birka. Et face à ce succès, l'église germanique a décidé d'établir l'archevêché d'Hambourg-Brême, qui a eu pour principale fonction d'évangéliser les Scandinaves et même les Slaves. Qu'est-ce qui plaît dans le christianisme scandinave pour qu'ils décident de se convertir ? Alors malheureusement, on ne sait pas pourquoi les gens comme toi et moi ont pu choisir de se convertir. Mais c'était avant tout par intérêt politique. Les rois voyaient que s'ils avaient le soutien de grands empereurs de l'étranger en choisissant de se convertir, évidemment, ils pourraient plus facilement défaire leurs adversaires et acquérir plus de pouvoir. La christianisation des sociétés scandinaves, elle correspond véritablement à la centralisation du pouvoir et à la création des royaumes, en fait. Il y a toujours ce parallélisme entre la politique et la religion. Le baptême et la conversion sont des outils politiques. I don't understand. Why would they leave such treasures unprotected? Is there some spell or some magic which protects them? It appears not. Perhaps they think their God protects them. If this is their God, then he's dead. He's nailed to the cross. He cannot protect anyone. He's not alive like Odin, Thor, or Frey. What use is he then? On vient d'entendre un extrait de la série Vikings. Donc Vikings, une série qui, en fait, relate un petit peu ce dont on vient de parler, mais un petit peu à la sauce, c'est une série, quoi. Donc c'est pas forcément toute la réalité. Tu as pensé quoi de cette série, justement, du point de vue historique ? Du point de vue historique, c'est pas très accurate. Ah bon ? Comme on dit en anglais, malgré le fait que la série se veuille sourcée archéologiquement et qui passe sur une chaîne qui s'appelle History. Bah oui. En fait, pas du tout. Malheureusement, la série reprend des points clés de l'histoire, mais elle les mélange à sa sauce, puisqu'elle mélange ça avec des légendes germaniques et des faits tout à fait fictifs, et elle condense plusieurs siècles en plusieurs saisons. Donc, voilà. Ah ouais. Donc ça passe très vite, alors que normalement, voilà. C'est plusieurs siècles. Pour revenir sur la christianisation, la série est juste sur le point où les Scandinaves, effectivement, lorsqu'ils revenaient de raids, avaient souvent des esclaves. Et parmi ces esclaves, il y avait des esclaves chrétiens. Donc Athelstan a sûrement eu une certaine historicité. On voit donc dans la série un personnage qui s'appelle Ragnar, qui effectivement s'intéresse à la religion chrétienne et tout ça. Ça, qu'est-ce que tu en as pensé ? Mais ça, c'est intéressant puisque ça montre, d'un point de vue spirituel plus que politique,
Ça montre l'intérêt pour le christianisme et ça témoigne du fait qu'effectivement les Scandinaves n'étaient pas que des gros barbares qui plantaient tout ce qui passait, qui coupaient des têtes et qui buvaient du sang dans le crâne de leurs victimes. Il y avait un intérêt, même qu'il y avait beaucoup de culture, beaucoup d'intérêt pour la poésie, pour tout ce qui était spirituel. Il y avait toute une forme vraiment de spiritualité qu'on retrouve effectivement dans le personnage dans la relation entre Ragnar et Athelstan. Mais ça se limite à ça, puisque les écrits et les témoignages qu'on a, en tout cas, ils sont politiques. C'est vraiment un intérêt politique. Donc tout n'est pas jeté dans la série quand même Ça reste une bonne fiction. Si vous voulez vous changer les idées et regarder des beaux hommes musclés torse nu. Mais il ne faut pas regarder la série si on veut en apprendre plus sur les sociétés scandinaves d'un point de vue historique. Et dans la série, on voit qu'il y a beaucoup de place qui est donnée aux femmes, mais pas par rapport à la christianisation. C'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Donc toi, Gaïa, tu as étudié le rôle de certaines femmes dans la christianisation de ces sociétés scandinaves. Alors quel a été le rôle de ces femmes ? Alors, les femmes ont tenu toute une diversité de rôles. D'abord, je me suis intéressée notamment aux femmes qui ont rejeté le christianisme pour faire une continuité avec mes premières recherches de mémoire. Certaines femmes de l'aristocratie avaient des rôles religieux assez prédominants puisqu'elles elles pouvaient être prêtresses, elles prenaient part à des rituels religieux et notamment funéraires. Je voulais voir comment l'arrivée du christianisme pouvait impacter tout ça. En parallèle des premières missions, on constate dans les sources archéologiques qu'il y a une sorte de renaissance païenne. Ce sont les aristocrates principalement du Danemark et de Norvège, si je dis pas de bêtises, qui se réapproprient des anciens rites qui datent de l'âge de bronze, qui réinvestissent même des lieux sacrés qui datent donc du 4e et du 5e siècle, pour mettre en place des tombes très très riches, vraiment somptueuses. Ils revendiquent les croyances pré-chrétiennes et ils revendiquent leur pouvoir en fait politique, notamment face à l'arrivée des croyances pré-chrétiennes. Donc là, on est encore dans du politique en fait. Toujours dans du politique en fait. C'est vraiment, je montre que je vaux plus que toi. Et donc parmi cette renaissance païenne qui donc se traduit par des somptueux rites funéraires, mais aussi l'apparition de bijoux pré-chrétiens entre guillemets, des bijoux païens. Il s'agit d'une réponse donc aux missions chrétiennes. Les femmes sont prédominantes. En nombre déjà, elles se distinguent par leur nombre et puis elles se distinguent par le caractère somptueux de leurs tombes. Tu veux dire qu'il y a plus de tombes de femmes qui ont été retrouvées et plus de tombes de femmes avec ces bijoux pré-chrétiens particulièrement. Voilà. Parmi toutes ces tombes qui ont été retrouvées, on a donc majoritairement des femmes qui revendiquent ces coutumes pré-chrétiennes anciennes. En fait, les bijoux pré-chrétiens qu'on a retrouvés correspondent à des pendentifs du marteau de Thor. Et en fait, avant, le marteau de Thor ne se portait pas comme pendentif. Et avec l'apparition de la croix sur le territoire scandinave, ils se sont mis à porter le marteau de Thor comme pendentif. Et, en opposition. Quoi. Voilà, en opposition. Et avant, c'était une mode qui était très masculine. Le marteau de Thor, c'était un bijou qu'on retrouvait sur des bracelets ou qu'on retrouvait chez les hommes. Et subitement, ce marteau de Thor, il est prédominant dans des tombes féminines. Et donc, on a vraiment cette opposition entre la croix et le marteau. Et les femmes se distinguent une nouvelle fois dans cette renaissance païenne. Et c'est plutôt des femmes aristocrates, j'imagine, dont on a retrouvé les tombes. C'est principalement l'aristocratie danoise pour tout ce qui est réappropriation des rites funéraires. Et le marteau, c'est aussi bien Danemark et Suède. Très peu en Norvège. En fait, on distingue aussi des rites différents et des manifestations différentes de ce rejet du christianisme en fonction des régions. Donc au Danemark, on va avoir des tombes à chars, très très riches. En Suède, on va avoir principalement les bijoux et en Norvège, on va avoir des bateaux-tombes. Mais il faut imaginer, on parlait de Vikings tout à l'heure, ces énormes bateaux de plusieurs mètres qui étaient mis sous terre et investis avec des chambres dans lesquelles on mettait un char et des chevaux, etc. Ah ouais. Et parmi cette chambre, on avait donc le corps de personnes qui étaient donc honorées. Et on a souvent des femmes. Et donc tu disais, c'est pour les femmes qui ont rejeté le christianisme. Et est-ce qu'il y a aussi des femmes qui ont accueilli le christianisme, voire favorisé sa propagation ? Oui, donc par la suite, évidemment, je me suis tournée vers les femmes qui se sont converties.
Et donc en prenant comme étude de cas la première communauté chrétienne de Birka. Et donc les femmes, elles sont à la fois objets d'émission et aussi actrices. Les sources qu'on a, aussi bien les sources écrites que les sources archéologiques, démontrent que les femmes ont été les premières à se convertir. Donc la question qu'on s'est posée, c'était de savoir pourquoi elles ont été les premières à se convertir. Donc on suggère que c'était parce qu'elles étaient souvent les plus faibles, entre guillemets, dans la société. Par femmes faibles, j'entends des femmes qui sont sans tutelle masculine, donc des femmes qui sont veuves. Ou isolées, et puis ou des femmes jeunes qui n'ont plus de tutelle parentale, par exemple. Des femmes qui n'ont plus de père, des femmes qui n'ont plus de mari ou qui n'ont plus de frère. On pense que ces femmes ont pallié à cette absence de tutelle masculine par la tutelle religieuse, en fait, et se sont tournées vers le christianisme pour avoir cette protection et ce soutien, en fait, dans la société. Est-ce que ça pourrait pas être aussi, je sais pas du tout si c'est le cas, mais au contraire, peut-être une façon de gagner encore plus de pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, que en fait, finalement, la christianisation, ça a un lien avec le politique. Est-ce que pour ces femmes, c'était pas un moyen de en fait, trouver une autre forme de pouvoir, même sans hommes dans leur vie ? Alors, pourquoi pas ? Longtemps, on a eu cette dichotomie dans l'historiographie sur les femmes scandinaves médiévales, cette dichotomie entre femmes païennes puissantes et puis femmes chrétiennes soumises. Et évidemment, quand on compare la situation des femmes dans les sociétés scandinaves pré-chrétiennes puis chrétiennes, il y a des changements qui sont drastiques. Donc en partant du principe qu'une femme est convertie, donc l'exemple du Rène, dans l'Empire franc, on a l'exemple de Clotilde qui était donc chrétienne et qui a amené Clovis à se convertir. Nous n'avons pas d'exemple sourcé d'une reine scandinave qui aurait converti son époux. Comme ça a fonctionné comme ça à travers tout l'Occident, on suppose que ça a été le cas. Ce qui est intéressant, c'est que dans les sources narratives un peu plus tardives, le rôle de l'agente, de la femme, de la reine agente de conversion est toujours décrit d'une manière très négative. Ah. Et ça c'est intéressant, c'est que elle corrompt la femme, elle essaye de corrompre, mais pas parce qu'elle veut convertir au christianisme, mais parce qu'elle est une mauvaise chrétienne, parce qu'elle n'est pas vraiment chrétienne, et parce que la christianisation doit passer par l'homme. Le roi doit se convertir de lui-même, sans l'influence de sa femme. Attends, ça veut dire que les auteurs chrétiens, non seulement c'est les femmes qui aident à christianiser, mais en plus ils leur reconnaissent même pas ça. Ils disent non mais en fait vous l'avez mal fait. Ils sont gonflés quand même. Écoute, si avec ça. Dans certains textes, oui, effectivement, le rôle de l'agente de conversion est vraiment, vraiment décrit de manière très, très négative. Enfin, ces femmes, à chaque fois, elles n'arrivent pas à convertir leur époux, elles n'essayent même pas, elles redeviennent païennes, elles succombent à l'appel de la chair. Il y a plein de descriptions qui sous-entendent que, en fait, elles sont ambitieuses, qu'elles veulent du pouvoir, mais que c'est pas bien. Alors que si c'était un homme qui avait les mêmes ambitions, on dirait pas ça de lui. Ben oui. Ben oui, c'est exactement ça dans le texte. Et à part les reines, donc, qui elles y voyaient un petit peu un côté politique, quels autres rôles les femmes avaient dans la christianisation ? Restant toujours sur la phase missionnaire, les femmes étaient toujours des agentes de conversion, mais pas au même niveau. On a effectivement beaucoup de sources archéologiques qui témoignent du fait qu'elles ont mis en place en fait, une sorte de religion mixte. On assiste à un syncrétisme entre les religions pré-chrétiennes et la religion chrétienne qui cohabitent. C'est très compliqué à interpréter, bien sûr, mais on voit dans les tombes la juxtaposition d'objets funéraires pré-chrétiens et d'objets funéraires chrétiens. Et donc toujours une prédominance dans les tombes féminines. Plus que dans les tombes masculines. Plus que dans les tombes masculines. Et puis on part du principe que ces femmes, elles ont été invitées à convertir, donc bien sûr, leurs époux, mais aussi leurs enfants. Et c'est grâce à ça, notamment, que la religion se serait plus développée. Oui, on est sur une conversion de foyer, en fait. Voilà, principalement donc une conversion de foyer, mais bon, ça reste de l'extrapolation, puisque nous n'avons pas de témoignages directs de femmes pré-chrétiennes, de femmes scandinaves. Là, on interprète les sources, quoi. Voilà, on interprète les sources. Toutefois, on a quand même des sources. On a comme un type de source qui est tout à fait unique, en fait, à travers l'Occident. Il existe des sources épigraphiques.
en Ça veut dire quoi, Scandinavie. épigraphique? Ce sont des sources où il y a des écritures dessus. Mais c'est pas des sources écrites, c'est des gravures, ce sont ce genre de sources. Et donc il y a une coutume en Scandinavie qui est la coutume des pierres runiques. C'est principalement donc des morceaux de pierre qui sont dressés et sur lesquels il y avait des messages gravés dessus. Donc c'est une coutume qui existe depuis le IVe siècle, mais qui est devenue très très à la mode pendant la période de la christianisation, surtout de la période de la conversion, où subitement en Suède, il y avait des pierres runiques partout. Plus de 2000 pierres runiques ont été répertoriées concernant la période dite viking des sociétés scandinaves, donc entre 750 et 1100, avec près de 1800 en Suède, 200 au Danemark et 20 en Norvège. Ces pierres runiques, elles sont intéressantes puisque subitement, elles dénotent un caractère chrétien. Ces pierres, à la base, elles servaient comme rite funéraire. On indiquait donc le nom du défunt et le nom de la famille proche sur la pierre. Et parfois, un petit message correspondant à la vie de la personne qui est défunte, comme par exemple, il est mort en se rendant en Grèce pour un pillage, ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que subitement, on voit des motifs chrétiens qui apparaissent sur ces pierres et même des messages chrétiens. On commence à avoir des prières qui sont gravées sur ces pierres, avec l'apparition de la croix, toujours dans un style bien scandinave. On voit réellement là cette religion mixte apparaître. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des petits détails dans ces gravures où on apprend que par exemple, un homme et une femme sont honorés par leurs enfants et on apprend que c'est seulement la mère qui était chrétienne. Mais ils sont quand même enterrés ensemble. Ils sont honorés ensemble, mais on précise vraiment que seule la mère était chrétienne. On a des phrases comme que Dieu protège son âme, et puis le son en vieux norrois, il est au féminin. D'accord. Voilà, le possessif est au féminin. Donc on a des petits détails comme ça qui confirment le fait que ces femmes, que ce sont les femmes qui sont principalement les premières à se convertir et qui font se propager la religion. Grâce à toutes ces pierres, il y a des régions en Suède où grâce à l'ensemble de ces pierres, on arrive à reconstituer un arbre généalogique. Et on voit en fait que la religion se transmet en fait. Et quand on remonte tout en haut de l'arbre, il se transmet par une femme qui s'est convertie et après tout le monde il est chrétien. Et donc c'est assez chouette. Mais ça se limite pas là, puisque c'est vraiment une ressource très, très compliquée à étudier, mais qui est très très intéressante, dans le sens où les femmes aussi ont fait dresser ces pierres. C'est une mode qui est principalement masculine, mais on a comme un bon pourcentage de femmes. On est à 33% de femmes qui ont érigé des pierres. Parce que sur les pierres, on sait qui les érige. Généralement, c'est signé. Le commanditaire est indiqué sur la pierre. D'ailleurs, ces pierres, elles font quelle taille? Parce que là, il y a pas mal de choses dessus. Ouais, les pierres varient en largeur, en hauteur, mais généralement, elles font entre 1 et 2 mètres. Ah ouais, c'est pas des petites pierres. C'est pas des petites pierres. Donc ça signifie déjà que c'était des gens qui avaient de l'argent aussi, qui avaient cette coutume. Et donc on se rend compte qu'il y a qu'il y a une bonne partie de femmes quand même qui érigent ces pierres, parfois avec leur conjoint ou leur fils ou leur frère, et parfois toutes seules. Il y a quand même un bon nombre de femmes qui font ça toutes seules. Et on comprend qu'elles érigent ces pierres dans un but précis, et d'un seul coup, donc ces pierres, elles prennent un autre sens. Elles ne sont plus seulement des pierres pour honorer un défunt, elles n'ont plus seulement une fonction de rite funéraire. Elles prennent une fonction religieuse également. En fait, ces pierres, elles deviennent les marqueurs de la diffusion du christianisme dans plusieurs régions de Scandinavie. La grande majorité des pierres runiques qui ont été commanditées par des femmes, elles font référence au christianisme, et elles font notamment référence à la construction de ponts. Construction de ponts est un acte de piété qui vise à améliorer les voies de communication pour faciliter les missions. Grande symbolique, mais du côté pratique aussi. Côté pratique aussi. L'Église avait reconnu durant la christianisation de la Scandinavie la construction de ponts comme étant un don à l'Église. On pouvait prétendre à l'absolution en construisant un pont. Donc c'est très très intéressant de voir que les femmes ont en grande mais écrasante majorité, quand on compare avec s'il y avait beaucoup plus d'hommes qui érigeaient des pierres, quand on prend le pourcentage de ponts qui ont été commandités, les femmes sont présentes en écrasante majorité. Et c'est ça qui est très intéressant puisque ça témoigne de leur implication dans la diffusion du christianisme. Il y a une pierre qui témoigne du fait qu'un homme qui n'était pas chrétien, qui était toujours païen, a fait ériger un hospice
pour sa femme qui était chrétienne une fois qu'elle était morte. Donc ce genre de choses. On est vraiment très loin des clichés déjà du barbare qui empale les chrétiens. Ouais. Et puis en plus de ça, on assiste à vraiment des phénomènes. On voit que ça cohabite. Ça cohabite et donc les femmes prennent part à cette cohabitation et à cette conversion aussi, puisqu'au fur et à mesure, il n'y a plus de cohabitation, il y a juste le christianisme. Et quand le christianisme est établi, les pierres uniques, elles disparaissent. Il n'y a plus du tout de pierres uniques qui sont érigées subitement. Par les corbeaux d'Odin, tu transporteras ton or sur mes dracars avant la fin du soleil couchant, Arthur. Ah, attendez. On a dit qu'on négociait. Ça va saigner. Ça va saigner. Ah. Attendez, je sais. Je vous offre tout le territoire burgonde. Il est pour vous. Chut. Son territoire. À lui? Non, mais c'est bon. Il est d'accord. Il est d'accord. Ah, vous voyez? Bon, possible que ça marche. Marché conclu. Marché conclu. Marché conclu. Dans ton mémoire, Gaïa, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ? Alors déjà, dans mon corpus, j'avais une très grande variété de sources. Ouais. J'avais d'un côté donc des sources écrites, contemporaines de la christianisation de la Scandinavie, mais un poil plus tardives, puisque pas contemporaines des missions. Mais le principal problème de ces sources écrites, c'est qu'elles n'ont pas été rédigées par des Scandinaves. Elles ont été rédigées principalement par des hommes d'église de l'archevêché d'Hambourg-Brême. Donc, il y a une question de point de vue qui est très différente. Il y a une question de point de vue, et puis il y avait cette motivation qui était de « nous avons évangélisé la Scandinavie », donc c'est très très focalisé sur l'archevêché en fait, et sur les hommes d'église qui ont été envoyés, plus que sur les Scandinaves. Et on a très peu en fait d'informations concernant donc la réception, concernant le pourquoi du comment est-ce que les gens se sont convertis. On ne sait pas si c'était individuel, si c'était des conversions de masse, on ne sait pas si... Voilà. Donc, beaucoup de questions qui sont très floues comparées aux autres sociétés occidentales où tout est très très bien détaillé. Donc, beaucoup de flou, donc beaucoup de suggestions aussi. J'avais mentionné le fait que c'était d'abord les rois qui se convertissaient, donc généralement quand le roi se convertit, on estime que les gens en dessous ils le sont par défaut. Et ces sources donc étaient problématiques parce qu'elles ont aussi effacé la présence de l'influence byzantine en Scandinavie. Mais c'est surtout que les femmes, il n'y en a pas dans ces sources. Dans les sources écrites, il n'y en a pas, à part le nom de quelques épouses de rois qui sont mentionnées. Sinon, il n'y a pas de femmes mentionnées. Donc déjà... Donc tu as eu du mal à les trouver, les femmes. Voilà, en fait. J'ai eu du mal à les trouver dans les sources vraiment historiques. Ensuite, je me suis tournée vers les sources narratives, puisque... En Islande, à partir du XIIe siècle, à partir du moment où l'Islande est christianisée, il y a toute une littérature qui se développe. C'est très particulier concernant les sagas islandaises, puisqu'elles relatent énormément d'éléments historiques, mais il y a beaucoup de fiction, d'éléments fictifs aussi dedans. Et donc je parle de sources narratives, puisque pour moi, je pars du principe que ce sont des fictions. On a des femmes dans ces fictions, elles restent rares, mais on a des femmes. Mais le problème, c'est qu'elles correspondent toujours à des topos littéraires. Elles sont exceptionnelles parce que elles sont mises en avant comme étant des chrétiennes exceptionnelles, comme les premières nonnes, les premières femmes à entreprendre des pèlerinages. Elles sont toujours valorisées, mais au final, elles n'ont pas de substance. Les sources en parlent presque plus après. Et en fait, ces femmes, elles existent pourquoi ? Parce que ce sont des ancêtres de grands hommes d'église islandais qui viennent par la suite. On essaye au cours du XIIIe et XIVe siècle de justifier le pouvoir de certains hommes d'église en Islande en faisant remonter leur pouvoir au IXe et Xe siècle en disant « mais leur ancêtre, cette femme-là, elle était extraordinaire ». L'une des principales difficultés également, ça a été le temps, puisqu'en fait, mon sujet, il est beaucoup trop vaste pour un M2. Il aurait fallu éventuellement que ce soit un M1 ou enfin, un sujet sur deux mémoires, mais sinon c'est un sujet de thèse en fait. L'ironie c'est que j'ai très peu de sources, mais je suis obligée de rassembler beaucoup de sources différentes, mais donc du coup on ne travaille pas de la même manière sur toutes ces sources. Et ça demande énormément de temps, et le fait que ces sources sont aussi assez inaccessibles. Je parlais des pierres runiques, je fais comment pour travailler sur un corpus de 2000 pierres, dont une grande majorité a été perdue ou détruite. Et donc j'étais très dépendante du travail qui a été fait avant moi, du travail antérieur, et donc je suis obligée d'avoir foi en ce que les chercheurs précédents
on dit ou fait, et donc c'est aussi très compliqué au niveau de processus de recherche, puisqu'on ne peut pas prendre comme argent comptant ce que quelqu'un a écrit forcément. Oui, il faut être prudent. Voilà. Donc ça a été le temps et l'inaccessibilité aux sources, ou le fait que ces sources ne soient pas forcément traduites, ou je pense à certaines sagas islandaises qui n'ont pas été traduites, ou dont simplement ces pierres que j'ai jamais pu voir. Et même dans les musées, il n'y en a pas qui sont conservées. Il y en a dans les musées, mais c'est rarement les pierres chrétiennes. Il y a un référencement qui a été fait, mais il date un peu et il est mis à jour au fur et à mesure au compte-gouttes. Les sources archéologiques, c'est très compliqué dans le sens où il y a beaucoup de recherches qui sont faites, mais les rapports sont publiés vraiment pas de manière aléatoire, mais ça prend très très longtemps à publier les rapports. Par exemple, pour Birka, on est toujours en train de publier des recherches qui datent des années 70. Ah ouais. Donc, c'est pas du tout à jour. J'ai fait ce mémoire en 2018. En 2018, de dire... Alors, dans les années 70, c'était comme ça. Et là, je ne sais pas depuis. Parce que c'est toujours en cours de publication. Et depuis que tu as rendu ton mémoire, justement, Gaïa, qu'est-ce que tu fais ? Quel a été ton parcours ? J'ai fait quelques travaux de recherche en tant que chercheuse indépendante. Notamment, j'ai présenté une communication lors du congrès pour les études nordiques à Strasbourg en juin l'an dernier. Donc en 2019, sur les femmes, les femmes et le pèlerinage en Scandinavie. J'avais repris une partie de mon mémoire et j'avais approfondi, puisqu'il y avait des choses que j'avais pas pu dire dans mon mémoire. J'ai été auditionnée pour un contrôle doctoral que je n'ai pas eu. Désolée. C'est pas grave. Et depuis novembre 2019, je suis officiellement en thèse, donc toujours à la Sorbonne, faculté des lettres. Sous la direction de Sylvain Briand et sous l'encadrement de Pierre Bristal. Donc je suis retournée du côté des études nordiques pour faire une thèse sur les représentations de la sorcière dans l'imaginaire des littératures scandinaves médiévales. Ah, c'est un sujet qu'on connaît chez Passion Médiéviste, les sorcières, c'est une passion aussi. Et donc du coup, c'est un petit peu l'aboutissement, je retourne plus vers la littérature que l'histoire, mais c'est l'aboutissement de mes mémoires de master, puisque... C'est les femmes, voilà, qu'on retrouve. C'est les femmes, c'est d'un côté les croyances pré-chrétiennes, leur évolution avec le christianisme, et puis la manière dont elles étaient représentées dans la littérature chrétienne médiévale scandinave. Écoute, si tu veux dans quelques années venir nous parler des sorcières scandinaves, ce serait vraiment avec plaisir. Avec plaisir, oui. Et donc voilà, je commence cette bébé thèse tout juste, et je vais également présenter une communication à Aarhus au Danemark en juillet sur le médiévalisme du coup. Écoute, j'ai hâte de te réinviter alors. Merci. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur les sociétés scandinaves au Moyen-Âge, sur comment ces sociétés ont été christianisées, sur comment les femmes ont pu ou non aider à la christianisation de ces sociétés. Donc merci beaucoup Gaïa Perrault pour toutes ces super informations, c'était vraiment passionnant. Merci Fanny. Et donc vous qui nous écoutez, si vous voulez en savoir plus sur le sujet de cet épisode, vous trouverez des informations complémentaires et des suggestions de lecture sur le site passionmédiéviste.fr. Et sur ce site, vous pouvez aussi retrouver tous les autres épisodes du podcast, les autres formats, Super Joute Royale sur les rois de France, enfin plein de choses, même l'autre podcast Passion Moderniste. Si vous voulez aider ce podcast, alors déjà vous pouvez en parler autour de vous. Dites aux gens autour de vous, ouais j'écoute un podcast sur Moyen-Âge, c'est sympa, tu devrais écouter, enfin c'est ce que vous pensez j'espère. Donc vraiment parlez-en autour de vous, le bouche à oreille c'est ce qui fonctionne de mieux pour le podcast. Bon, vous pouvez aussi me faire des retours sur le podcast sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter, Instagram ou même par mail, il y a le mail du podcast est indiqué dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de soutenir financièrement le podcast, vous pouvez aussi contribuer au Tipeee, le lien est aussi dans la description de l'épisode. L'argent que vous y donnez sert au développement du podcast, à financer les illustrations et à ce que je puisse consacrer de plus en plus de temps à la création des épisodes, avec l'objectif peut-être un jour d'y consacrer tout mon temps et même de créer des nouvelles choses comme un podcast sur l'Antiquité par exemple, j'aimerais bien. Et en juillet 2020, on a dépassé les 100 personnes qui contribuent au Tipeee. Merci énormément à toutes et à tous. Je tiens à remercier particulièrement Vincent, Michael, Célia, Florent, Alison, Rémi, Céline, Simon, Nathalie, Jennifer, Julie, Nicolas, Laurine, Jean-François, Stéphane, Mathilde et Philippe.
Et aussi, je remercie, je l'ai déjà fait dans l'épisode précédent, mais c'est très important, la team transcription, parce que si vous contribuez au Tipeee de Passion Médiéviste, vous pouvez aussi rejoindre le Discord, qui est une sorte de forum. Et sur ce Discord, des personnes formidables, vraiment je les remercie encore énormément, font la retranscription des épisodes de Passion Médiéviste. Elles ont, je crois, fait à peu près la moitié des retranscriptions. C'est un travail énorme. Grâce à elles, le podcast est accessible à plus de personnes, et les retranscriptions sont à retrouver sur le site passionmédiéviste.fr. Et dans le prochain épisode, on parlera de l'Assemblée de Vincennes de 1329. Vous verrez, c'est très intéressant. À bientôt!